Sunday Production. Ah non, mais là, j'étais déterminée. Là, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Si, je suis partie, elles ont été hyper sympas. Elles m'ont laissé faire la dernière longueur, les filles. Et je suis partie dans la dernière longueur, hyper sympa, hein. Les copines qui veulent t'encourager. Et là, je les ai regardées, j'avais envie de leur dire, mais là, faut qu'elles arrêtent de m'encourager parce que j'ai cru que j'allais m'effondrer de pleurs. Parce que dans ma tête, je m'étais tellement projetée dans cette longueur. Et là, tu vois, on y était, quoi. C'était maintenant, quoi. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Avant de nous plonger dans cet épisode, permettez-moi de vous partager 3 choses. Tout d'abord, un grand bravo à ceux qui sont devenus finishers sur Race Across France, mais aussi très prochainement sur Race Across Belgium, car je sais que vous êtes dans votre processus de préparation pour Race Across France. Donc un grand bravo à tous ceux qui ont franchi la ligne, mais aussi à ceux qui ont eu l'audace d'être sur la ligne de départ. Ensuite, un immense merci à cette formidable équipe qui m'entoure et sans qui rien ne serait possible. Grâce à cette équipe, des centaines de personnes se sentent aujourd'hui bien plus fortes, et cela pour le reste de leur vie, car devenir finisher ne se résume pas seulement à ce simple mot. Derrière se cachent des valeurs qui vous accompagnent pour la suite de votre vie, et sur lesquelles parfois il faudra prendre appui. Et enfin, permettez-moi de vous inciter à prendre le départ et à participer à la prochaine Race Across France by Van Rissel, mais sur la distance 200 km. Vous êtes nombreux à m'envoyer parfois certains messages m'expliquant que cette discipline est beaucoup trop exigeante ou le kilométrage est beaucoup trop important. Eh bien, nous avons créé un 200 km by night, la meilleure façon de découvrir l'ultracyclisme, car cette épreuve se déroulera entièrement de nuit avec un départ à 21h. 200 km by night sur Race Across France by Van Rissel. Rendez-vous sur la ligne de départ et sur le site racecrossseries.com. Je suis avec Lise Billon aujourd'hui. Bonjour Lise. Bonjour. Merci pour ton temps, pour ta disponibilité, parce que je sais que tu es revenu effectivement de Patagonie et que tu enchaînes pas mal, c'est un peu ton actualité en ce moment, de partager l'exploit que tu as réalisé. Donc c'est aussi le but de cet échange entre nous, que tu nous partages comment tu as rendu ce rêve que tu avais au fond de toi possible, donc tu nous partages tout ça. Et puis, comme je le fais, Lise, systématiquement sur le podcast depuis le tout début, la première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter aux auditrices et auditeurs ? Alors, je m'appelle Lise Billon, j'ai 35 ans, j'habite actuellement à Chamonix et je suis guide de haute montagne, mais surtout j'ai la chance de pouvoir vivre à l'année de ma passion, c'est-à-dire de l'alpinisme, et les marques me supportent dans mon activité. Ça, on va en parler, tu vois, c'est un sujet qui est hyper intéressant, c'est la manière dont tu travailles justement avec les marques depuis plusieurs années, probablement avec certaines. De voir comment tu articules ton activité, comment les marques t'accompagnent sur les missions, les projets que tu as en tête. Mais on va rembobiner un petit peu l'histoire. Et donc aujourd'hui, effectivement, tu es guide d'haute montagne, alpiniste. C'est une passion qui t'anime depuis toute petite. Est-ce que tu es originaire de la région dans laquelle tu es actuellement, qui est entourée de montagnes ? Qui était Lise petite ? Alors, qui était Lise Petite? Alors, moi, je viens de la Drôme, je viens de Romans-sur-Isère. Donc, tu vois, c'est pas tellement une région montagneuse. Après, j'ai grandi dans une famille avec une culture montagne. Mon papa est guide de montagne. Bon, il travaille pas, il a jamais travaillé en tant que guide de montagne. Il bossait à la mairie de Romans, mais voilà, ça baigne. On a tout le temps baigné dans cet environnement. Et mes parents, donc ma mère aussi, mes deux parents étaient pratiquants et c'était une activité familiale d'aller grimper ou d'aller faire de la randonnée pédestre. L'été, on allait pas à la mer, on allait en montagne, et on faisait de la randonnée. Moi, j'étais pas contente. Et, euh, et en fait, moi, j'ai commencé par le handball. Rien à voir. J'étais à fond dans le hand quand j'étais ado. Mais bizarrement, j'ai toujours été attirée, enfin bizarrement, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai toujours été attirée par les grands espaces,
par la vie sauvage, les grands voyages, les choses comme ça. Et quand j'avais 12 ans, je me suis dit que je ferais guide de haute montagne. J'avais jamais mis de crampons au pied de ma vie. Et je me suis dit que je ferais guide de haute montagne. Et je me suis dit ça, et je me suis dit aussi que j'allais chasser les grands loups dans le Grand Nord américain, tu vois, mais deux trucs. Bref, ça Ah, fait, c'est paf, possible, ça c'est fait encore choupi choupi, possible. ça fait lesbien. C'est encore Ouais, possible. carrément. Et comment tu as switché de sport co à sport alors, c'est pas alors, sport individuel, tu me comprends, c'est-à-dire que tu es seul sur la paroi, même si tu réalisais ton dernier exploit, vous étiez une équipe, mais c'est plutôt un effort, on va dire, une concrétisation où tu es vraiment seul sur la paroi. Comment tu as switché au niveau du mindset entre sport co et je suis seul sur la paroi? Et ben, en fait, j'ai pas vraiment switché. J'ai toujours plus ou moins fait de l'escalade, donc du coup, il y a toujours eu ça. Mais pour moi, l'escalade, c'était vraiment une activité sociale et c'était le monde de la montagne et de l'escalade qui m'attirait. Et en fait, quand je suis arrivée à la fac, je me suis mis à fond dans mon projet de vouloir devenir guide et de voyager sur des terres un peu éloignées. Et j'ai toujours fait l'alpinisme comme un sport d'équipe, quoi. Je l'ai jamais vraiment abordé comme un sport individuel. Pour moi, c'est vraiment une histoire d'équipe. Et je me rends compte aujourd'hui, moi, ça me fait pas kiffer d'aller grimper toute seule. Et j'ai toujours eu du mal, d'ailleurs, avec. Ça m'a mis vraiment du temps à ce que j'apprécie de faire de l'escalade sportif en quad ou des trucs comme ça. Parce que pour moi, c'était plus sympa d'aller avec un groupe de potes faire une ascension et qui était un objectif commun. Et je pratique encore mon activité aujourd'hui comme De ça. cette manière. Ouais, ça c'est intéressant. C'est intéressant de faire le lien. Et pour toi, c'est une continuité, non pas une rupture, effectivement. Et puis, moi j'ai lu, hein, effectivement, à côté du moment où on a validé cet échange entre nous pour cet épisode du podcast, bah, j'ai construit mon épisode, j'ai regardé un petit peu ce que tu avais fait. Et en fait, j'ai creusé tout ça. Et en fait, ce que l'on dit de toi, c'est que tu es quelqu'un qui va faire des ouvertures, hein. C'est ce qu'on dit dans ta discipline. Donc, qui va créer des voies, ouvrir des voies. Donc, qui part de zéro, probablement. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'observation, beaucoup peut-être de repérage avant de se lancer dans le projet. Tu es plus donc, dans cette filière-là que le record, battre des records, enfin, ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, complètement, ouais. Après, ouvrir des voies, j'ai envie de dire, j'essaie de faire ça. Parce que je suis plutôt en échec ces dernières années sur ce plan-là. L'échec construit l'avenir. Ouais. Ouais, c'est ce qui m'anime le plus. Là, tu vois, c'est des répétitions et du coup, ça me fait du bien aussi de faire des répétitions et où ça marche parce que ça fait, ben, tu vois, j'ai pas mal buté ces dernières années à vouloir ouvrir des voies justement parce que c'est plus complexe. Et donc ouais, ça me semble un peu présomptueux de dire que je fais que ça. Mais oui, quand même, c'est quelque chose qui m'anime plus. Et battre des records, faire de la vitesse, des choses comme ça, ouais, ça m'intéresse moins. Parce que moi, ce qui me motive dans l'alpinisme et dans les expéditions, parce que c'est vraiment ça qui me motive, c'est le voyage, c'est ce moment un peu introspectif et cette découverte. Et c'est pas tellement la performance sportive. Et enfin, je sais que c'est un peu ambigu, enfin, ou un peu compliqué à comprendre, peut-être, mais je suis pas spécialement transcendée par la performance sportive. C'est pas quelque chose qui me parle en soi. Et quand tu dis que le fait de faire des ouvertures, c'est quelque chose qui est plus complexe, c'est-à-dire que il faut avoir un niveau de résistance à la frustration plus important parce que c'est probablement des reconnaissances, c'est probablement plus d'échecs, comme tu l'as dit, ça passe pas forcément comme tu l'avais prévu. Qu'est-ce qui fait que c'est plus complexe? C'est plutôt le fait qu'on ait le manque d'informations, en fait. Tu pars dans un endroit avec peu d'informations et t'as pas. C'est plus compliqué de préparer en amont. Tu peux pas anticiper comme tu le ferais avec une voix qui a déjà été faite et répétée. Tu sais pas si ça va passer. Tu sais pas. Voilà, ça. Tu vois, un topo, tu le prends. Tu sais, les ouvreurs, ils sont passés par un endroit. Tu sais que la ligne, elle va pas s'arrêter dans la face. Tu sais à peu près le Ouais, tu as des matériel et les informations. difficultés que tu as. Tu as des informations en amont, alors que nous, que quand tu vas dans une ouverture, tu as plein de paramètres que tu maîtrises pas du tout. Et donc, c'est vachement plus de l'adaptation et c'est surtout vachement plus d'inconnu. Ouais, puis c'est à l'opposé du mode record, où là, tu as toutes les informations, tu as tous les repérages.
C'est Voilà, à l'opposé. Ouais. exactement, un record, pour faire un record, faut que tu maîtrises tous les La petits détails, totalité. Ouais, ouais. la totalité des détails pour être le plus performant possible. Ouais, clairement. Parle-nous de ta première expédition. Dans ce que j'ai lu, c'est ta première expédition. Elle a lieu à 24 ans. Est-ce que tu te Mhm. souviens de pourquoi je te parle de ta première expédition? Parce qu'en fait, dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai vu sur toi, c'est quelques années plus tard que tu vas avoir très rapidement d'ailleurs ce fameux piolet d'or. Et derrière, bah, les expéditions vont s'enchaîner. Donc, Ouais, qu'est-ce qu'elle représentait pour toi, cette première expédition? Est-ce que c'était la concrétisation de ce que tu disais tout à l'heure? Toi, ce que tu voulais, c'était des grands voyages, ce genre de choses. Est-ce que ouais. c'était quelque chose qui était fantasmé de dire, bah, je vais enfin réaliser quelque chose que je rêve depuis toute petite? Et ben ouais, pour moi c'était tout ça. La première expédition, c'était, moi je pense que j'y suis allée avec vachement de naïveté. J'avais clairement pas, j'étais pas, je, j'avais pas les compétences pour me retrouver dans le milieu dans lequel je me suis retrouvée. Mais par contre, j'avais tellement envie que c'est ok. Et en fait, cette première expédition, c'est marrant parce que je devais pas y être. C'était mon copain à l'époque. On décide de faire un grand voyage de 9 mois. Et lui, il partait pour cette expé parce que lui, il était compétent et puis moi, j'étais censée voyager pendant un mois toute seule et je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas plus très bien comment ça s'est passé, mais de fil en aiguille, il me dit, mais tu veux pas venir avec nous? Et j'étais là, bah, tu crois, je peux. Bah, allez, pourquoi pas. Et où est-ce Et, que euh, c'était et je me suis retrouvée embarquée dans cette aventure c'était en Patagonie aussi, mais c'était pas au même endroit, c'était pas à Chalten. Tu vois, Chalten, tu vas dans un village, t'attends au village, t'es au bar, tout ça, c'est trop bien. Et puis tu vas dans ta montagne pour 5 jours. Et là, c'était une montagne qui s'appelle le Cerro Muraillón. C'est un petit peu plus au sud que Chalten. Et on est parti une trentaine de jours en autonomie, à porter des gros sacs, à voir personne pendant 30 jours. Et puis à porter des sacs. Je pense au total, on devait avoir 50 kilos à bouger chacun. Donc ça fait qu'on peut pas, tu peux pas porter 50 kilos. Donc du coup, tu sépares les sacs en deux. Donc tu as deux charges à porter. Et donc on faisait des allers-retours. Et puis on s'est retrouvés aussi. En plus, on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui financièrement. Je veux dire, on n'avait pas de thunes, quoi. Donc on s'est retrouvés, on n'avait pas la bouffe la plus légère. Enfin, la petite anecdote marrante, c'est qu'on avait acheté un téléphone SAT et on avait pris le moins cher. Tu vois, l'abonnement le moins cher. Et à l'époque, le téléphone SAT qui coûtait le moins cher, c'était Inmarsat. Et Inmarsat, c'est un réseau qui marche très bien dans l'hémisphère nord. Donc, tu vois, en Amérique du Sud, t'es pas dans l'hémisphère nord, quoi. Et donc, du coup, même pour avoir la météo, une fois qu'on était parti dans le mur, on est resté 10 jours dans le mur, et ben, on n'avait plus la météo parce que ça passait plus le téléphone. Donc, on sortait de nos portes à ledge, on regardait, on disait, ouh, il fait beau aujourd'hui, allez, on y va. Et bam, on se prenait les tempêtes dans la gueule, on rentrait à nos portes à ledge, on se prenait la tempête, on attendait, on était là, oh, on y va pas, on y va, on y va pas. Et voilà. Et donc, on est rentré au bout de 32 jours, je crois que ça a duré au total. Et au retour, on était affamés parce que c'est pareil, on n'avait pas assez de bouffe. On était. Alors, quand tu me parles de 30 jours effectivement d'aventure, moi, c'est une des premières choses qui me vient à l'esprit. C'est OK, tu pars 30 jours, mais là, effectivement, tu es en autonomie, tu es t'es à même la roche. J'imagine que vous avez dû rationner pour tenir 30 jours. Ouais, C'est une énorme expédition. ouais, ouais, carrément. Mais t'es pas 30 jours sur le rocher parce qu'il fallait fallait d'abord approcher la paroi. Donc, t'as beaucoup de marches. T'as surtout beaucoup de marches. En tout Et cas, de la marche compliquée, c'est pas un sentier. c'est des aventures incroyables. Ouais, pour moi, c'était ça l'expédition. Une expédition dans son sens pur, c'est ça, c'est de galérer à l'approche, de galérer pour accéder à ton objectif, et puis après, tu peux grimper. Et du coup, ce qui fait que quand je suis allée pour les premières fois en Himalaya, j'ai été vachement déçue. Qu'est-ce qui t'a déçu? C'est qu'il n'y avait pas ce côté aventure, c'est que tout était plus ou moins préparé, Non, repéré, tu savais où tu allais, tu savais combien de temps t'allais rester. ouais, et puis pour aller au camp de base, t'as un chemin, t'as des porteurs, t'as des mecs, enfin, je veux dire, t'as Ouais, des gens qui passent. c'est organisé, on va dire. C'est ça? C'est hyper structuré. Tu vois, les vallées, elles sont parcourues. T'as des gens qui habitent dans les vallées. Ouais, toi, t'es plus à la recherche de ce côté imprévu, en fait. Ouais, carrément. Moi, j'adore les imprévus. J'adore avoir. J'ai l'impression de me balader avec une caisse à outils et d'avoir à faire face à un truc. Et tu vois, c'est ça qui m'excite. C'est ce côté jeu et résolution de problèmes, quoi. Ouais, plus que la difficulté. Et ça me manque un peu.
et d'une, c'est pas facile de trouver forcément des gens, enfin, déjà des objectifs. Il faut trouver des objectifs qui correspondent à ça, c'est pas évident. Puis il faut trouver des gens qui soient raccord avec ça, parce que ça prend du temps. Potentiellement, tu n'y arrives pas. Donc, du coup, la proportionnalité d'échecs, elle est quand même assez grande. Est-ce que cette première expédition, alors que tu avais 24 ans, Lise, a été un coup de cœur avec la Patagonie? Parce que tu as quand même fait, j'allais pas dire, je vais pas dire que c'est ton camp de base, mais dans ce que j'ai pu lire, il y a quand même beaucoup d'exploits réalisés, beaucoup d'expéditions réalisées tout autour du monde, on est d'accord, mais la Patagonie a l'air de tenir une place un peu particulière pour toi. Ouais, et ben là, ouais, carrément. Mais ça, c'est depuis que je suis ado. Je sais pas pourquoi, je suis fascinée par le continent américain, enfin toutes les Amériques. Et, et quand j'ai eu la pata, ça m'a toujours attirée, mais au début, je voyais même pas les montagnes. On m'avait offert un bouquin sur la pata. Tu vois, c'était plus sur la steppe, les gauchos, la vie là-bas. Tu vois, moi, j'adore les déserts, en fait. J'adore les grands espaces ouverts. Et je suis plutôt fascinée par ça. Je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, ça a commencé quand j'étais ado. Et donc, j'avais toujours rêvé d'aller là-bas. Et quand j'y suis allée, j'ai fait, enfin, ça a été pas ouais, si, quelque part une évidence. J'étais là, bah, ça me correspond, quoi. C'est là-bas où tu te sentais bien. Ouais. Ouais, c'est un peu, c'est des terres hyper sauvages. Tu te sens vraiment isolé. Et c'est cet isolement-là qui me plaît. C'est ce que tu recherches, c'est ce que tu recherches. Donc, et suite à cette première expédition dont on vient de parler en Patagonie, où tu n'étais pas prévu et finalement tu te retrouves dans cette aventure plongée avec un téléphone satellite qui marche en Amérique du Nord alors que tu es en Amérique du Sud. Donc là, on est pleinement dans l'aventure et dans le fait de se débrouiller avec ses propres moyens. Et puis 4 ans plus tard, c'est pour ça que je parlais de cette aventure, tu décroches la consécration de l'alpinisme, le piolet d'or. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, Lise, dans l'approche de ta discipline? Non, pas du tout. Ça a changé pour moi dans le fait que ça m'a donné beaucoup d'opportunités, tu vois, au niveau des sponsors et des choses comme ça. Mais pas dans mon approche, non. Et puis en plus, le piolet d'or, c'est pas une récompense individuelle, hein. C'est encore une fois, c'est une équipe. Et puis moi, Bien sûr, j'ai eu bien la sûr. chance d'être avec cette équipe à ce moment-là. Et c'était clairement pas moi le joker dans l'équipe. Enfin, tu vois, je suis pas la meilleure grimpeuse. Enfin, j'avais presque, comment dire, j'avais presque honte de dire d'avoir un piolet d'or parce que j'étais là, mais moi, je suis pas la meilleure alpiniste du monde, quoi. Syndrome de l'imposteur. Ouais, mais vraiment, tu vois, j'étais avec des grimpeurs hyper forts. Du coup, bah, j'étais là au bon moment avec les bons compagnons de cordée. Et certes, moi, j'avais cette envie et cette motivation pour aller dans des endroits comme ça. Mais que des mois, on serait jamais allé au sommet, quoi. Non, non, mais ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure, hein. C'est certes, tu es toute seule sur le caillou, mais c'est vraiment un accomplissement en équipe. Et le fait d'avoir ce piolet d'or, est-ce que tu t'es dit, bon, bah génial, alors même effectivement, si je me reconnais pas trop, mais en tout cas, ça va me permettre d'accélérer en fait ma réalisation de projets. En fait, j'ai plein de projets. Ce piolet d'or, bah, ça va me permettre auprès des partenaires d'accélérer en fait la réalisation de certains projets. Ouais, carrément. Moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, bon, bah là, c'est une opportunité pour moi pour pouvoir vivre de ma passion. Et en fait, pour moi, c'était plutôt un moyen, c'était plutôt un tremplin pour avoir ma voix là-dedans et essayer de me mettre à fond, quoi, dans les expéditions. Et enfin, ouais. Alors, parle-nous justement. Tu as grimpé partout autour du monde, quasiment, hein. Enfin, j'ai pas compté tous les pays, mais il y a beaucoup de pays dans lesquels tu es allé grimper. Aujourd'hui, comment bâtir une expédition? Donc, ça part d'une idée, bien évidemment, mais derrière, comment tu valides le fait de te dire, allez, on part, c'est-à-dire le lieu, la temporalité, à quel moment c'est le meilleur pour y aller, constituer l'équipe dont tu parlais. Ça va nous amener quasiment directement vers le dernier exploit que tu viens de réaliser, que vous venez de réaliser. Mais comment on amène au bout une expédition? Parce que j'imagine qu'il y en a probablement plein que tu avais en tête, certaines que tu as pu réaliser, d'autres que tu n'as pas pu réaliser, d'autres qui sont toujours en cours on va dire, de réalisation. Mais comment est-ce que tu concrétises une expédition? Bah, ça commence au bar C'est souvent et ça. ça C'est finit souvent ça. et ça finit souvent au Et bar. ça, et ça finit au bar, exactement. Non, ouais, généralement c'est l'imaginaire de chacun et puis c'est les lectures, beaucoup les lectures, enfin C'est quoi? Quand tu dis les lectures, c'est des récits d'aventure, c'est des personnes qui vous inspirent, c'est ça? Qui partagent ce qu'ils ont vécu ou pas du tout? Moi je lis pas beaucoup de récits d'aventure.
Donc, quand tu dis des lectures, c'est quoi? C'est la topographie d'un territoire, d'une montagne? Moi, je suis vachement attirée par des cultures et des endroits. Et moi, je fonctionne comme ça. J'ai un endroit qui m'appelle et je vais regarder ce qu'il y a à faire là-bas. Après, enfin, ça, c'est mon truc perso. Après, des fois, c'est des gens qui te proposent de venir sur leur projet. Et donc, du coup, tu vas partager leur projet. Et toi, tu te Voilà, situes comment par rapport à ça, Lise? Est-ce que tu es plutôt celle qui lead le projet ou la personne que l'on interpelle ou que l'on contacte pour rejoindre un projet? Tu fais partie de quelle catégorie? bah, ça dépend des moments. C'est un peu des deux. Il n'y a pas de... Parce que, ouais, c'est un peu des deux. En plus, donc c'est ce que j'allais dire, c'est que puis des fois c'est pas que ça vient de toi, c'est quelque chose que tu construis aussi avec un compagnon de cordée. Bien sûr, bien sûr. C'est ah ben là on est dispo tous les deux, ça te dit d'aller de faire quelque chose, j'ai du temps à ce moment-là et on regarde aussi ce qui est faisable à ce moment-là. Donc il y a pas trop de règles. Donc le projet, comme tu nous l'as dit, il part autour d'une discussion. Voilà, autour d'un verre, dans un bar, une discussion, un partage, une motivation, une envie commune. Ouais, généralement c'est un projet que tu as un peu individuel au fond de tes tripes et puis t'en parles et puis tu le fais évoluer pour que ça devienne quelque chose de commun. Et quand tu dis je le fais évoluer pour que ça devienne quelque chose de commun, est-ce qu'il y a. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de durée idéale entre le moment où on se tape dans la main au bar en disant les chiches, on tente le truc, on y va, et le moment où ça se réalise. Mais derrière, et là aussi il y a cette relation peut-être avec tes partenaires, parce que il peut y avoir quelquefois des partenaires qui sont différents en fonction des sportifs qui t'accompagnent, hommes et Ouais. femmes. Comment est-ce que vous construisez ça? Est-ce que parfois c'est compliqué? Est-ce que ça a toujours été simple? Parce que ça, Non, alors je pense à l'alpinisme, mais il y a dans les auditrices et auditeurs beaucoup de personnes qui montent aussi des projets et ça peut parfois leur donner quelques clés pour finaliser financièrement un projet. C'est de savoir comment est-ce qu'on parle aux marques quand il y a deux, trois, quatre personnes qui ont peut-être potentiellement des marques différentes. Comment est-ce qu'on fait cohabiter tout ça dans le même sens? oh, bah, c'est pas par rapport aux marques, hein, c'est par rapport à nous-mêmes. Une fois qu'on a envie d'y aller, on y va, hein. Mais non, mais le thème des compagnons cordés, c'est vraiment le plus compliqué. C'est vraiment de trouver des gens motivés qui ont le temps, l'énergie et les sous pour pouvoir partir. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et avec qui tu partages une envie commune, avec qui tu es aligné sur les motivations, sur plein de choses. Et ça, c'est compliqué. C'est déjà compliqué pour les gars. Et en fait, ce qui est dur quand t'es une nana, parce que moi, c'est pas que je veux pas partir avec des mecs, mais c'est quand même plus facile de partir avec des nanas dans le sens où si dans l'équipe, il y a pas ton mec, bah, en fait, faut que tu partes avec des bons potes, quoi. Si t'as pas envie que. Tu vois, moi, quand je pars en expé, j'ai envie de penser montagne, j'ai pas envie de penser sentiments et je sais pas quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, jusqu'à présent, des nanas qui font des expéditions, qui ont enfin, il n'y en avait pas, on n'était pas 36 000, quoi. Et avec un bon niveau, parce que tu as aussi t'as pas envie de te mettre des bâtons dans les roues, du coup, et puis, du coup, il faut commencer à grimper ensemble dans les Alpes, de se connaître. En tout cas, moi, je me vois mal partir avec quelqu'un que je connais pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est vraiment compliqué. C'est une relation de confiance que tu bâtis. Et dans cette relation de confiance, en fait, ça se construit. Tu peux pas décider de faire confiance à quelqu'un comme ça. Ouais, faut réussir à le bâtir. Et ça, il y a que le temps qui donne ça. Oui, c'est dans la durée. Il n'y a que le temps, et je dirais d'autant plus dans la discipline que vous pratiquez, où il y a quand même un risque de. Il y a quand même un danger, il y a quand même, voilà, il y a quand même des risques. C'est pas on va faire une explo, on va se balader, on va faire une rando, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même de la haute montagne, il y a quand même un risque qui est aussi différent. Et justement, bah, je vais aller sur le dernier exploit que vous avez réalisé avec justement deux autres filles qui t'accompagnaient. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu peux nous présenter le projet que tu as mené à bien, cette expédition que vous avez, cette grande première que vous avez réalisée Ouais, c'est pas une grande première. pour les femmes? C'est, c'est, euh, c'est une première féminine. Donc, en Voilà, ce moment, voilà. c'est vachement à la mode dans le monde de l'outdoor. C'est tendance. C'est tendance. Mais comment dire? En fait, Fanny et Maude, donc pour présenter le projet, Fanny et Maude, donc on se connaît depuis très longtemps. Maude, on s'est rencontrés en Patagonie il y a une dizaine d'années. Fanny, on a passé le guide ensemble. Et voilà, donc on se connaît depuis un moment et on est chacune individuellement venues en Patagonie avec des compagnons de cordée différents. On a passé toutes les trois beaucoup de temps là-bas.
Et puis ben, petit à petit, on a commencé à former une cordée. Puis surtout, on était raccord sur ce qu'on avait envie de grimper là-bas. Et donc, tu vois, l'année dernière, on y était. Et, en tant que groupe, en tant que cordée, on ne s'est pas senti de se mesurer, d'aller dans ces voies-là. Alors qu'on aurait, comment dire, rétrospectivement parlant, on aurait complètement pu l'année dernière, mais alors peut-être que ça c'est quelque chose de très féminin de se dire ah je peux pas, tu crois, mais oui, allez viens on y va. Et, euh, et donc du coup là cette année on s'est dit ben feu, on était raccord toutes les trois et en tant que cordée on s'est senti d'y aller. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, Ah oui, Lise, pardon. le projet Oui. que vous venez de réaliser? C'est-à-dire quelle était Ouais. la montagne que vous avez Ouais. escaladée? Voilà, je vais te laisser la prononcer pour ne pas écorcher Ouais. la Et ben, prononciation. Quelle était la particularité de l'ascension que vous avez faite? et alors on est allé grimper, on est allé sur le Cerro Torre, sur la voie qui s'appelle le filo Sureste, donc le fil sud-est. Et, euh, et c'est une voie assez emblématique en Patagonie, parce que c'est sur un sommet très emblématique. Je pense que c'est un sommet assez unique au monde. C'est une tour de granit. Ouais, j'ai vu les images, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est vraiment Ouais. une tour, c'est une tour de 1000 mètres carrée. C'est raide de tous les côtés. Et en fait, cette voie, elle a une particularité, c'est que il y a un mec qui s'appelle Maestri qui est venu avec un compresseur, un vrai compresseur qui doit faire je ne sais pas combien de kilos en fonte, et parce qu'il voulait absolument conquérir la montagne la plus dure du monde, ça c'était dans les années 50 ou 60, et ben il a fait des trous dans le rocher et il a planté des pitons dedans. Et donc il a fait une vraie échelle pour aller au sommet. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il s'est arrêté à 50 mètres du sommet parce qu'il avait plus d'essence. C'est un projet incroyable dans ces années 50, monter un compresseur comme ça en haute altitude, c'est ouf, quoi. Ah, c'est complètement dingue. Bah, même, en fait, ça paraît horrible quand on en parle comme ça, mais en fait, quand tu vois l'engin, parce que le compresseur est encore là-haut, et tu vois quand même ce qu'ils ont parcouru. En fait, enfin, même si éthiquement parlant, c'est nul à chier, ouah, l'effort qu'il faut pour monter un machin comme ça là-haut, c'est un truc de dingue. Alors la particularité, c'est que ça a été Voilà. dépitonné, de ce que j'ai lu, ça a été dépitonné en 2012. Voilà. Et en 2012, il y a deux Américains qui passent par la voie et qui arrivent à monter sur la voie sans toucher aucun piton. Donc ils se disent, ben ça n'a pas lieu d'être. Et ils enlèvent tous les pitons. Et ça fait des grandes polémiques. Et voilà. Et donc ce qui fait que la voie est quand même un petit peu moins accessible maintenant. Voilà. Et c'est une montagne donc, qui est vraiment exposée ouais, enfin, c'est une météo très très particulière en Patagonie, très très forte et très des vents très très violents. Et donc c'est vraiment une tour qui trône en plein milieu d'un désert, donc du coup ça prend tout le mauvais quoi. Et donc c'est un endroit où c'est compliqué d'avoir les bonnes conditions, c'est compliqué d'avoir la bonne fenêtre météo, et donc du coup c'est une voie qui se laisse difficilement grimper. Je crois qu'on est la 13e cordée à la grimper la voie depuis qu'ils ont enlevé les pitons. Ouais, donc de ce que j'ai lu, c'est 1000 mètres de verticalité, c'est ça? Ouais, à peu près. C'est quand même, effectivement, sur les images, tu vois ce bloc assez impressionnant. Et alors, pour cette histoire de Python et de dépitonnage, est-ce que ça fait partie aussi de cette culture, alors peut-être plus américaine, qui est vraiment de laisser aucune trace sur la roche, sur la pierre, quand tu passes, en fait, Ah hein. Je non. crois que c'est dans le parc de Yosemite. Non, pas du tout. Non, non, ouais, ça c'est pas ça c'est la culture alpinistique. C'est très alpin quoi, des Alpes aussi. Intéressant. C'est Ouais. de alpinisme, c'est pas justement c'est pas de l'escalade sportive. C'est pas ouais, exact. Tu fais bien de préciser. Ouais. Ouais. Tu fais bien de préciser. Donc effectivement, alors vous validez cette. Et qui des trois dit aux autres, on y va? Est-ce que tu te souviens de cet instant où vous vous êtes dit, allez, allez, on tente le projet? C'était il y a combien de temps? Ça a déjà commencé l'année dernière, on était là, tu crois qu'on peut y aller? Non, mais c'est peut-être un peu trop dur pour nous. Non, mais non, on peut pas faire ça quand même. Et Est-ce que ça s'est fait autour d'un verre? Est-ce que ça s'est fait au bar ou pas? ouais, ouais, bah, ou en pied des falaises, ou quand on parle. Et du coup,
Du coup, l'année dernière, on a un peu erré parce que du coup, on n'avait pas un projet fixe et on se disait, ah, on verra bien en fonction des conditions météo, on s'adapte. Et là, cette année, du coup, on a fait que buter l'année dernière et là, cette année, on a fait, bon, là, les meufs, c'est bon, on arrête de tortiller des fesses et à un moment donné, on est capable, on y va, quoi. Parce qu'il y a eu 2 échecs, hein, c'est ce que j'ai lu dans les différentes interviews que vous avez données. Ouais. J'ai vu qu'il y avait eu 2 échecs avant celui-ci. Donc c'est celui dont tu parles Alors, l'année passée pour non, des non, problèmes non. météo, Ça, vous avez ça, hésité? c'est des trucs personnels. Ça, c'est des trucs Ok, personnels inhérents enfin, à moi, à mon expérience en pata, où on a voulu aller au Toré plusieurs fois et on a buté, mais ça remonte à plus longtemps avant. d'accord, ok. J'ai eu un gros accident avec mon compagnon de cordée en 2013 et qui m'a vachement marqué, qui a vachement marqué ma carrière d'alpiniste. Et Quand tu dis gros accident, Lise, tu peux en parler? C'est quoi? C'est un décrochage? Qu'est-ce qui ouais, il était... est parti avec un bloc tu vois, il a tiré sur un bloc qui est parti. Donc lui, il a chuté, il s'est pété vertèbre et crête iliaque. Ce qui fait qu'il a eu une grosse hémorragie interne. Et puis les secours là-bas, il n'y a pas d'hélico, donc c'est les mecs qui viennent te chercher à pied. Donc il faut que tu descendes par toi-même au pied de la montagne. Et après, les mecs, ils viennent te chercher à pied depuis le village et puis ils te ramènent, ils te portent au village, quoi. Et, euh, et donc ouais, ça m'avait vachement marqué. Et du coup, c'était un peu. Puis même, tu t'arrives à Chalten, enfin, c'est une montagne, elle est hyper élégante. Enfin, t'as envie d'y aller, quoi. Elle est incroyable, elle est hyper belle. Tu la vois, et puis surtout, souvent, tu vois le Fitzroy et tu vois pas le Cerro Torre. Et quand elle se découvre, c'est vraiment, enfin, c'est la déesse des lieux, quoi. Elle a une élégance et puis elle a une prestance. Elle se fait désirer, quoi. Et Et donc, tu nous parlais de cette météo. Donc, effectivement, vous vous êtes dit, bon, là, les filles, cette fois-ci, on y va et on monte jusqu'au sommet. Mais il y avait aussi cette contrainte météo. Vous avez été 40 jours sur site à attendre la bonne fenêtre météo. Et de ce que j'ai pu lire et entendre, vous êtes même lancé un peu dans le projet, alors que les conditions n'étaient pas du tout idéales. ouais. Ouais, ouais. Ben, après, c'est assez normal, la Chalten, d'attendre comme ça. Ouais, ça fait partie du jeu. Ça fait partie Comme tu du l'as dit, jeu. elle se fait désirer. Ouais, ça C'est-à-dire se qu'il fait faut y aller, il plaisir. faut attendre. Tu vois, on a pu un peu grimper sur des petites journées comme ça avant, mais c'est le jeu, hein. Tu peux venir un mois à Chalten et pas pouvoir aller en montagne. Ça, c'est pas exceptionnel du tout, quoi. Et donc là, dans la préparation, on est un peu à l'opposé de la première expédition que tu avais fait quand tu avais 24 ans, où il n'y avait pas du tout de check météo, où tu regardais juste le ciel pour savoir si ça le Ouais. faisait ou pas. Là, j'imagine que vous avez probablement été à l'affût des bulletins météo, Ouais. peut-être à checker même sur les radars, ce genre Ah de bah choses. complètement. Là, t'es au bar, t'es chez toi, t'as Internet, t'actualises la météo toutes les heures, même si tu sais très bien que c'est actualisé toutes les 8 heures. Enfin, tu vois, les gens, ils sont complètement névrosés avec la météo à Chelten. Alors, t'as eu le dernier bulletin enfin, tu vois, oui, c'est le même depuis 8 heures, enfin, que celui de 8 heures, alors qu'il est 9 heures. Et voilà. Et donc là, la fin de notre voyage approchait, on était là, bah, on n'y croyait plus, quoi. Et puis là, il y a une fenêtre météo qui arrive. Et puis, en fait, généralement, les fenêtres météo sur le pronostic, elles arrivent grosses et après, ça rétrécit. Et on était là, ça fait gros. Ah, il va y avoir plein de jours. Ah, ça rétrécit. Ah, faut pas que ça rétrécisse trop. Euh, Finalement, on est parti. Ça n'a pas trop rétréci. On était là, ouais, génial. Et on est parti sous la pluie. Et là, on était sous la pluie. Il faut que tu marches 6 heures pour arriver au petit camp avancé, là, au pied de la montagne. Et plus on se rapprochait du petit camp, plus on était trempés, on était avec les Gore-Tex et tout. Et puis là, on regarde les montagnes, le pied des montagnes, mais même pas la montagne, en dessous du pied des montagnes, c'était tout enneigé. Et là, on se dit, ah bah là, les meufs, devant, on est censé mettre les chaussons, quoi. Euh, Problème. Et ça veut dire qu'en termes de température, moi j'ai vu les images, hein, vous êtes à main nue sur la roche. Quand tu parles de neige, moi je pense aux températures. Il y a aussi la paroi qui peut être humide. Comment on supporte ça en fait? Est-ce qu'il y a des engelures? Enfin, comment on supporte ces conditions où on ne peut pas avoir des protections comme dans d'autres sports où tu peux mettre des couches pour justement te protéger et t'isoler un peu du monde extérieur? Comment on vit ça, sachant que là, vous êtes parti 3 jours, hein, je crois, 3 jours sur la falaise en autonomie? C'est quoi? C'est l'expérience qui fait que tu arrives à passer ça? Non, en fait, c'est pas.
Alors déjà, la Patagonie, c'est des variations de température et de météo, c'est ultra rapide. Et puis c'est une face est, donc ça chauffe le matin. Et donc quand tu grimpes, en fait il fait assez froid le matin quand tu démarres et assez froid le soir quand ça passe à l'ombre. Mais tout le reste, ça va à peu près. Parce que t'as le soleil qui te chauffe. Ce qui veut dire qu'il faut que tu choisisses, en fait, ouais, ta bonne fenêtre. Tu te lèves pas trop tôt, tu te lèves pas trop tôt le matin, t'attends que le soleil il chauffe un peu. Et tu vois, même le premier jour, ben, du coup, en fait, le premier jour de grimpe, c'est tu vas au col, à ce qui s'appelle le col de la Paciencia. Alors, tout le monde pense que ça, c'est censé être l'approche de la montagne. Mais en fait, c'est déjà une course en soi. Là, on a grimpé tout en piolet crampons parce qu'il y avait trop de neige. Alors que normalement, tu le fais sans crampons, tu grimpes. Là, on a tout fait en piolet crampons. Et tu arrives à un col et le lendemain, tu t'attaques les vraies difficultés en chaussons. Et là, bah là c'est moi qui suis partie là, le premier matin, alors que normalement je suis pas du tout du matin, c'est jamais moi qui fais les premières longueurs parce que je suis une catastrophe le matin. Et là j'ai fait de l'escalade, ce qu'on appelle de l'escalade artificielle dans du 5+. Alors les gens qui font de l'escalade, ils vont comprendre et c'est ridicule. C'est ridicule. Et en fait j'avais froid, les fissures, elles étaient pleines de neige, j'étais en chaussons dans la neige avec les mains sans gants dans la neige et c'était l'enfer. Et j'ai mis la vie des rats pour pouvoir arriver en haut du relais. Et en fait, petit à petit, le soleil arrive, ça réchauffe la paroi, ça fait fondre la neige, et tu grimpes, c'est mouillé, mais ça va, c'est pas froid, quoi. Donc, ce qui fait que tu peux te permettre d'être à main nue et pieds nus dans tes chaussons. Mais on est quand même bien couvert, tu vois, on grimpe quand même en doudoune. Et ça aussi, tu parlais justement du fait que tu n'es pas du matin, mais que là, tu as fait le nécessaire. Il y a vraiment, dans ce que j'ai lu, c'est aussi ce travail d'équipe, Ouais, presque cette forme de relais que vous avez aussi instauré naturellement ouais, avec les filles au fur et à mesure de l'expédition. ouais. Bah, c'est un échange d'énergie. En fait, la veille, Fanny et Maud, elles avaient tout fait, moi, j'avais rien fait, mis à part porter le gros sac derrière. Du coup, je me suis dit, bon, bah non, c'est à moi de faire ma part du boulot, quoi. Et voilà, on n'a pas besoin de communiquer, on s'entend très bien toutes les trois, on sait comment on marche, on sait quelles sont nos forces, nos faiblesses, on fonctionne de la même façon. Et voilà, on prend le relais chacune son tour et ça se répartit tout seul. Et il n'y a pas il y a pas de concours d'ego, on n'est pas là pour être un super-héros, quoi. On est vraiment là pour s'amuser déjà et pour que chacune y trouve un peu son compte. Donc on est vachement dans le partage. Donc on a chacune fait les longueurs qu'on avait envie de faire. Et c'est rigolo parce qu'on n'en a pas trop parlé en amont, mais ça s'est assez bien réparti. On a chacune fait un peu des longueurs clés sans que on le discute. Bon, la pauvre Fanny, sans le savoir, elle s'est quand même tapé vraiment des longueurs horribles le deuxième jour. Donc merci Fanny. Et après, dans les parties hautes, ça s'est réparti assez naturellement de se répartir les difficultés, ouais. Et quel était le poids du matériel que vous avez emmené avec vous? Parce que 3 jours comme ça sur la paroi, bah, j'imagine qu'effectivement, hein, vous dormez à même la paroi, donc il y a Ouais. tout le matériel installé, il y a l'alimentation, l'hydratation. C'était quoi le poids nécessaire? Bah, je pense que les seconds, donc t'as un premier qui grimpe, qui a un sac un peu plus léger, qui doit faire un petit peu moins de 10 kilos, je pense. Et les seconds, ils doivent avoir des sacs qui font 15 kilos. Parce qu'on a les duvets, on a la tente, on a le réchaud. Et en plus, on est parti assez lourde parce que là où on a fait notre deuxième bivouac, donc après le col de la Patience, euh, en fait, il y a une option pour se barrer à gauche. Comme c'était très enneigé et qu'on avait peur que le haut de la voie, ça fasse pas, on part avec le matériel qui nous laisse la possibilité de nous barrer à gauche à la longueur 15. Donc on a vachement de broches, on a une pelle, on a des pieux à neige, en fait, on a du matériel supplémentaire. Et on arrive au relais 15 et là, on regarde l'option de gauche. Et là, on a fait, ah bah non, ah bah là, on n'y va pas. Mais Il n'y on a a pas d'option, c'est plus une option c'est pas finalement. une option. Et du coup, là on a grimpé en fait avec du matériel supplémentaire. On avait beaucoup trop de matériel, ouais. Et donc le lendemain, on est parti un peu plus légère. Alors c'est vrai que d'après ce que j'ai vu également, c'est que ça faisait 28 longueurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, Lise, s'il te plaît, pour les gens qui sont novices, qui ne sont pas grimpeurs ou alpinistes, c'est quoi une longueur? Qu'est-ce qu'une longueur? Comment tu définis une longueur? Enfin, en fait, on grimpe avec des cordes de 60 mètres. Donc, on veut grimper en restant tout le temps attaché à la montagne. Donc, ce qui se passe, c'est il y a le premier qui part. On est tous au même endroit. On part d'un point A. Le premier, il va au point B et il fait monter les deux suivants.
Et on recommence ça à chaque fois, quoi. Le point B devient le point A et on va à l'autre point B et ainsi de suite. Et ça, c'est une longueur. Donc le premier, il grimpe en plaçant des protections dans le rocher et les seconds, ils récupèrent les protections dans le rocher et ils rejoignent le premier, pardon. Et comment est-ce que vous étiez organisé du fait que vous étiez justement trois? C'est-à-dire qu'à parfois vous étiez les trois au même niveau ou est-ce que ça se faisait sous forme de relais? C'est une forme de relais, ouais. Et donc du coup, quand on rejoint le premier, bah, de temps en temps, on change le premier. Intéressant. Intéressant. Il faut imaginer, c'est une flèche, on a deux cordes. On a deux cordes et donc le premier il est en haut de la flèche et les deux ils remontent chacun sur une corde. Le premier il grimpe avec deux cordes. Ils montent les cordes et les seconds ils ont les cordes, ils suivent leurs cordes. Et quand tu disais tout à l'heure que le matin la paroi est très humide et très froide ainsi que le soir et donc il faut choisir vraiment son spot plutôt une fois que la paroi justement s'est réchauffée, ça veut dire que par journée vous étiez en mouvement pendant combien de temps? C'était à peu près de quelle heure à quelle heure? Alors tu choisis pas, hein, tu composes avec. Et ben, le matin on se levait vers 5 heures parce que le soleil il tapait vers 7 heures quoi. Le jour il faisait jour vers 7 heures donc ouais 5 heures 5h30. Et on grimpait jusqu'à 10 heures le soir. On faisait pas des Ah très ouais, donc grosses. ça fait effectivement des... Bah, pour nous, c'est pas des très grosses journées. C'est pas des grosses journées pour vous? Non, parce qu'en montagne, selon ce que tu peux faire, tu peux partir de nuit. Et là, vu que les conditions dans la montagne, elles étaient pas très bonnes, on attendait qu'il fasse jour pour pouvoir partir et qu'il fasse justement pas trop froid, que ce soit pas trop gelé. Et normalement, en alpi, on a plutôt tendance à se lever plus tôt. Et justement, grimper de nuit, ça veut dire peut-être moins de visibilité, même si effectivement, tu as les lampes frontales qui peuvent t'éclairer. Moi, ce que je veux dire par là, c'est le lien avec le danger en fait, de ta discipline, comme dans tout sport. Hein. Il peut y avoir plus ou moins de risques. Là, tu l'as dit, tu as été impliqué dans un accident il y a quelques années qui t'a marqué. Quelle est ta relation, Lise, avec le risque qu'il y a dans ton sport? Ce que je veux dire par là, c'est que quel est ton avis sur les gens qui font la même discipline que toi, mais sans être attachés à la montagne? Moi, je sais que je ne peux pas regarder ce genre de documentaire jusqu'au bout. Ça m'angoisse tellement que je ne peux pas regarder Ouais. ce genre de docu jusqu'au bout. Mais en tout cas, quelle est ta relation, toi, avec le danger dans la discipline que tu pratiques, qui est quand même un danger, c'est un danger de mort, très clairement. Ouais. C'est pas un danger de blessure, hein, c'est un risque important. Comment tu l'appréhendes? Est-ce que tu l'as intégré dans ta discipline? Hein, je te pose cette question, je te donne un exemple, c'est que j'ai eu la chance également d'avoir face à moi, au bout de mon micro, un grand navigateur qui, lui, avait intégré ce danger de mort, l'avait intégré dans sa discipline. Voilà. Et c'était même plus une question qu'il se posait, ça faisait partie de son environnement. Quelle est ta relation, toi, avec le danger? Et c'est une question où la réponse peut durer longtemps, hein. Mais, mais en gros, moi, je cherche pas le risque. C'est pas ça qui m'attrait. J'ai pas envie de perdre la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette voie, tu vois, on a choisi cette voie parce qu'elle est assez safe. T'as une notion de risque relatif. Si tu veux, il n'y a pas de risque objectif, pardon. Il n'y a pas beaucoup de risques objectifs. Si jamais on n'y arrivait pas, c'est une voie dans laquelle tu peux descendre facilement parce que tu descends dans la voie. Après, effectivement, je pense que il faut se poser cette question. Après, c'est que ta relation au risque, c'est quelque chose qui évolue au cours de ta vie, dans des sports comme ça. Et Bien le, sûr. le parallèle avec les marins, il est très bon. C'est que je pense qu'on fait des sports qui sont hyper similaires là-dedans. Et moi, au jour d'aujourd'hui, ouais, ça me plaît pas de prendre des risques, mais je l'ai intégré et je l'ai accepté. J'ai accepté que le bénéfice, enfin ce que je tire, les sentiments et les apprentissages que je tire de ces ascensions valent la peine de prendre ce risque. C'est hyper introspectif, voire même spirituel, mais, euh, Bien sûr. mais pour moi, en fait, on accepte de prendre ces risques parce que ce qu'on va gagner dans ces ascensions est bien plus important que dans n'importe quelle forme, autre chose qu'on aurait pu faire. Et là-dedans, peut-être que c'est notre faiblesse, peut-être on est trop faible pour pouvoir trouver ces enseignements par nous-mêmes ailleurs. Et voilà, moi, c'est la question que je me pose. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas, c'est là où je prends mes plus belles leçons, quoi. Non, mais c'était intéressant. Je voulais vraiment avoir justement ton approche, ton état d'esprit sur ça. Merci d'avoir répondu
en toute transparence. Et puis là, on revient justement sur votre dernier exploit. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous étiez à quelques mètres du sommet? Alors peut-être rien à quelques mètres du sommet parce que vous étiez encore très concentré, mais j'imagine que ça doit être... on parlait tout à l'heure, tu sais, de sport individuel, sport collectif. Le fait de vivre ce genre d'émotion en équipe, ça doit être multiplié par 3 parce que vous étiez 3, mais Ouais. ça doit être génial de vivre ça en équipe. Ouais, et voilà, c'est trop drôle parce que vu qu'on n'y croyait pas tout le long de l'ascension, comme on n'y croyait pas, Ben oui, déjà on est carrément. arrivé au pied du headwall. Donc le headwall, c'est vraiment les 200 derniers mètres qui sont un peu plus techniques. On s'est regardé, on a fait oh les filles, on est en train de toucher le headwall. On n'y croit pas. Et on était toutes là. Putain, mais vous y croyez, vous? Non, mais vous y croyez si vous nous l'aviez dit, ça, il y a 1 an ou il y a pas si longtemps? Non, non, et on réalisait pas. Et en fait, il y a 4 longueurs dans le headwall. Et c'est Fanny qui a fait les 3 premières. Et en fait, tant qu'elle n'avait pas fait la deuxième, on n'y croyait pas. On était là, non, mais c'est pas sûr, là, c'est pas sûr. Vous êtes resté On n'est pas concentré. encore au sommet, on n'est pas encore au sommet. Et je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, quand elle a pas fait la deuxième longueur, j'étais là, ça y est, on va aller au sommet. Et là, moi, j'ai cru que j'allais pleurer tout le long du headwall, quoi. Et Et donc, c'est on est difficile arrivé. justement de garder sa concentration parce que là, on l'a dit, cette Ah non, notation, cette relation avec le danger qui est quand même la concentration à chaque fois. Comment tu as vécu ça? ah non, mais là, j'étais déterminée. Là, il y avait plus... Moi, j'ai des gros problèmes de concentration. Là, il y a Plus ah rien ouais, il qui y a plus pouvait rien qui pouvait t'arrêter. m'arrêter. Si, je suis partie, elles ont été hyper sympas. Elles m'ont laissé faire la dernière longueur, les filles. Et je suis partie dans la dernière longueur, hyper sympa, hein. Les copines qui veulent t'encourager. Et là, je les ai regardées, j'avais envie de leur dire, mais là, faut qu'elles arrêtent de m'encourager parce que j'ai cru que j'allais m'effondrer de pleurs. Parce que dans ma tête, je m'étais tellement projetée dans cette longueur. Tu vois, en fait, c'était facile pour moi de me projeter dans la dernière longueur dans le sens où ça arrivait au sommet. Donc, ça concrétisait, tu vois. C'est comme ça que je me suis préparée. Et là, tu vois, on y était, quoi. C'était maintenant, quoi. Et donc, du coup, je pars dedans et là, elle me parle et ça a failli me. Ça me sortait de ma bulle et de tout ça. Pour moi, il n'y avait pas de doute que j'allais aller en haut, quoi. Je m'étais tellement projetée, il n'y avait pas de doute. Mais j'avais quand même peur. Et là, elle m'encourageait. Ouais, Je les ai regardés. Je disais, c'est vrai que quand de ce que tu me dis, bah, je pense à tous ces sportifs que j'ai pu avoir au cours des 5 années d'Ultra Talk sur cette émotion-là, l'émotion très précisément que tu décris. J'ai eu également la chance de la connaître, mais peut-être à 2 ou 3 reprises dans ma vie. Mais c'est vrai que c'est des émotions qui te marquent parce que, comme tu le dis, mais rien ne peut t'arrêter. C'est-à-dire que tu as la certitude que tu vas le faire et c'était une émotion qui te marque à vie et qui t'apporte probablement une confiance en ah, mais toi incroyable. pour le reste de ta vie, Ouais. très clairement. Très clairement. Et là, j'étais inarrêtable. Mais par contre, c'était le chaos dans les émotions. Tu dis là, je vais pleurer. Et une fois que vous vous retrouvez toutes les 3, alors c'est comment ce sommet? Ce sommet, c'est comment? C'est un sommet où on peut se tenir debout, on peut pas se tenir Ouais, debout. ouais, ouais. Comment Alors, vous non, avez vécu ce moment-là? Combien de temps vous êtes resté? t'arrives en haut de la longueur et en fait, t'es pas au sommet, mais c'est de la marche à pied après. Ouais, déjà, moi, j'ai explosé de joie. Il y avait une autre cordée devant nous. Ils étaient en train de descendre. J'étais au relais. J'étais trop contente. Je criais, je pleurais. Et il me dit, non, mais allez, s'il te plaît, là, viens t'attacher au relais parce que tu me fais un peu peur. Et là, les filles, elles arrivent. Et on est là, non, mais là, les filles, ok, on temporise les émotions parce qu'on n'est pas au sommet. On n'est pas au sommet. Ok, on va au sommet. Ok, on va au sommet. Donc, il y a cette espèce d'impatience de, on y va, ouais, allez, on y va, on y va, on y va. Et puis, on essaie de contenir nos émotions parce que de toute façon, là, il n'y a plus rien. Enfin, c'est de la marche à pied. On va y aller à ce putain de sommet. Et ça bout d'impatience, quoi. Et puis là, on y va. Et puis, c'est presque un peu décevant, du coup, parce que tu vois, t'as marché pendant 5 minutes pour aller à ce sommet, et vu que c'est pas compliqué, t'es là. Ouais, c'est tout. Ouais, Et c'est fait, ça y est, je l'ai coché. puis après, tu commences à réaliser, et puis là, tu tombes dans les bras, t'es contente, tu dis, ah, mais là, c'est trop cool, on est trop contente. Bah, surtout, on est contente de partager ça ensemble. Quelle altitude vous étiez, Lise? Quelle Et pas altitude très haut vous en étiez? altitude, c'est 3100, un truc comme ça, je crois. Je sais même pas l'altitude, tellement c'est bas. Et là, ouais, on se tombe dans les bras, et puis on est contente. En fait, ça représente beaucoup de choses pour nous trois aussi. C'est parce qu'on a passé les dernières années, ça a été tout un peu individuellement, chacune dans notre vie un peu compliqué. Enfin, comme dans la vie de tout le monde, en fait, on a eu nos hauts, nos bas, mais on se connaît dans la vie de tous les jours. Du coup, on se regarde et puis on se voit, en fait, on se voit et on a grandi ensemble et on a réussi ça ensemble. Du coup, c'est hyper fort. On est là, mais si on nous avait dit qu'on ferait ça.
Mais tu l'aurais cru, toi, quand on était en train de se pleurer dans les bras pour nos petites peines de cœur 2 ans avant, quoi. Je sais pas, ouais, c'est un tout. En tout cas, effectivement, c'était la première cordée, on l'a dit, hein, on disait que c'était une première. Alors effectivement, que le fait que ça soit une cordée féminine qui arrive au sommet, donc il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus Ouais. sur ça. Et il se passe quoi les jours d'après, Elise? Quand on a eu toutes ces émotions-là, L'enfer. alors qu'on ne s'y attendait pas, il se L'enfer. passe quoi les jours d'après? Moi, je me levais tous les matins à 6 heures du matin dans un état d'excitation constant. C'était l'enfer. Ah oui, une fatigue, mais c'est une fatigue, c'est même pas physique, parce que comme on se le disait entre nous. En fait, c'est marrant, tu vois, c'est vachement encensé parce qu'on est trois nanas et que en ce moment, l'alpinisme déjà a un regain d'intérêt. Il y a vachement d'intérêt pour l'alpinisme féminin, mais on a toutes fait des ascensions. On est rentrées où on était beaucoup plus fatiguées et qui ont été beaucoup plus dures sportivement parlant pour nous, quoi. Enfin, c'est comme ça. Mais ça enlève rien à ce qu'on a fait. Ah non, Mais, très clairement. mais c'est marrant, du coup, que les médias s'en emparent et l'encensent, parce que pour nous, ça a un autre sens, en fait, euh, complet. Et non, et on rentre. Ouais, je comprends. Et en fait, on est hyper content parce que le retour des copains, surtout les copains argentins qui nous ont vu grandir, justement, qui nous voient depuis des années revenir dans cet endroit, ils sont hyper contents et émus pour nous. Parce qu'ils nous ont vus, on était des enfants, quoi, il y a 10 ans. Ouais, c'est important de partager ça et de vivre ça, mais aussi d'avoir conscience de tout le chemin parcouru et surtout de savoir pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce que ça vous a apporté au-delà de, comme tu l'as dit, des articles qui ont censé le truc, alors que pour vous, bah, vous aviez fait beaucoup plus dur. C'est quoi justement la suite pour toi? Parce que là, on parle de ce que tu viens de réaliser, hein, le Cerro Torre, si je le Ouais, prononce bien, Cerro Torre. Non, peut-être non, c'est mal, très mais en bien. tout cas, cette Cerro Torre. ascension-là, voilà, Cerro Torre. On parle du moment où on enregistre, il y a quelques semaines hein, que c'est arrivé. Ça fait pas 6 mois ni un an, donc c'est tout récent. Donc tu es peut-être même encore au sommet au moment où on parle. Peut-être que ton esprit est Oui, toujours là-haut. je suis encore un peu perchée, Euh, ouais. et c'est quoi la suite? Parce que je sais qu'en préparant cet épisode, les gens qui t'entourent m'ont dit voilà, là elle est de retour à Chamonix, mais elle repart bientôt. Au final, tu es très peu en France. Au final, je suis très peu en France. Moi, je suis une grande vagabonde. Alors, en fait, ça reprend son cours normal. On est rentré il y a une semaine. On a recommencé à bosser en guide, surtout Fanny et Maud. Moi, un petit peu moins, mais je vais repartir sur mes projets d'Alpi. Mais voilà, la vie, elle reprend son cours, quoi. Alors c'est quoi la vie, je dirais normale ou la vie classique ou en tout cas le rythme de vie pour Lise? C'est des expéditions très régulières. Là, par exemple, tu prévois de repartir quand et tu prévois de repartir où? Je prévois de repartir 2 mois, d'enchaîner, de faire États-Unis, Alaska. Là, Donc États-Unis, c'est quoi? C'est Yosemite? ouais, C'est, Yosemite c'est et le désert, tu vois, Moab, Moab, Moab? Zion, Ouais. et ensuite Alaska. Et après, je vais essayer d'être un petit peu plus dans les Alpes. J'aime bien être avec mon camion dans les Alpes aussi, l'été prochain. Mais je passe rarement plus de 3 semaines consécutives ici à Chamonix, ouais. Mais tu vois, Fanny et Maud, Ah, génial. elles vont plus. Là, toutes les deux, elles bossent à fond en guide et elles vont rester un petit peu plus par là. Après, c'est des trucs de personnalité aussi. Ah, génial. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui écoutent cet épisode vont se dire, mais c'est super d'avoir cette vie-là quelque part. Tu parlais au tout début en introduction, hein, on parlait justement de cette envie de partir explorer le monde. Quelque part, tu as la vie que petite tu avais rêvé. Ouais, ouais. Et il y a un truc que j'ai eu du mal à assumer. Alors, je sais pas si c'est assumer le mot, mais en fait, je suis un peu une nomade. Enfin, Pourquoi tu l'assumes pas? euh, parce que ça rentre pas trop dans les coups d'être nomade. En tout cas, de là où je viens. Ça rentre pas dans Ouais, les cases, je suis pas dans c'est la ça? case. Mais En tout cas, c'est super inspirant. C'est super inspirant de sentir cette liberté que tu as de pouvoir travailler quand tu as envie de travailler, partir quand tu as envie de partir, choisir les spots sur lesquels tu as envie d'aller. ouais, c'est une C'est chance c'est- aussi. c'est- c'est génial. C'est quand même une chance. Moi, je mesure complètement ma chance. Attention, je pense que c'est quand même pas donné à tout le monde et je mesure entièrement ma chance.
Et comment justement, parce que derrière, y a forcément des partenaires qui Ouais. t'accompagnent, comment tu travailles avec tes partenaires? Est-ce que tu les aides à développer des produits, à tester des produits, à donner ton retour d'expérience? Comment tu collabores avec les marques qui t'accompagnent aujourd'hui? Oui, quelque part oui ça, mais c'est surtout c'est une association. Moi, je m'associe à leur image et eux ils t'associent à la mienne. Du coup, dans l'idée de collaboration, c'est que ça va dans les deux sens. Bien sûr. Et voilà, c'est des contrats où en fait eux ils sont contents que je porte leur couleur pour faire mes activités et ils font le pari de se dire que mes projets vont marcher Ils ont du et, sens. euh, et ont du sens et vont parler à des gens. Et ça vient aussi du fait que moi, j'ai une volonté de pouvoir échanger sur mes projets et sur mon activité. Si j'avais pas envie de parler de moi, ça marcherait pas pour eux non plus, quoi. Ouais, Je mais je pourrais comprends. décider de faire la petite top et de bosser en guide et de pas parler de mes activités. Ça marcherait pas pour eux. Ouais, ouais, c'est un retour aussi, c'est un retour à l'envoyeur quelque part, hein. Il y a un accompagnement, mais toi en retour, tu partages sur tes expériences. Quelles sont les marques aujourd'hui qui t'accompagnent? Tu peux les citer parce que c'est important. Et est-ce que enfin, je sais pas comment poser la question, mais est-ce que tu as des marques qui t'accompagnent depuis un certain nombre d'années et auquel cas il y a un vrai travail, une vraie relation entre vous, ou est-ce que, en fonction dans la pratique dans laquelle tu es, tu vas, il y a des changements de partenaires qui se font régulièrement ou c'est plutôt des partenariats à moyen long terme? Moi, j'essaie d'avoir des partenariats à long terme. En fait, les partenariats, c'est une vraie relation, comme une relation humaine, et j'ai vraiment du mal à quitter des partenaires. Ouais, clairement. Parce que tu t'attaches aux gens, tu t'attaches à la boîte, tout ça. Et donc aujourd'hui, je bosse avec Adidas Terex, qui est voilà, mon partenaire principal. C'est une super boîte pour bosser avec eux en tant qu'athlète. Voilà. Vraiment, je dis pas ça pour. Mais vraiment, c'est vraiment une super boîte qui font dans les projets sportifs et qui me soutient énormément. Il y a Petzl aussi, qui est du coup un partenaire de longue date qui m'a pris, j'étais un bébé, quoi, un bébé alpiniste. Et du coup, c'est chouette, qui m'a fait confiance et qui continue à m'accompagner. Et là, tu vois, pendant longtemps, j'étais avec Tenaya et maintenant, je viens de passer chez la Sportiva. Donc, du coup, tu vois, il y a un changement. Mais ouais, pour moi, c'est surtout une question de relation humaine. Ça a été hyper dur de quitter Tenaya. Ça a été mon premier sponsor. J'étais là. Il y a de l'humain, quoi, derrière. Et je suis très contente de continuer avec Sportiva parce qu'ils vont m'aider à grandir en tant qu'athlète. Ah, génial. C'est quoi, Lise, alors, tu nous expliquais là où tu allais partir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une expédition? Alors, tu as combien d'expéditions en cours dans ta tête? Je vais reposer la question différemment. Tu as combien d'expéditions en cours dans ta tête et quelle est l'expédition qui a la probabilité la plus importante d'aboutir prochainement? La prochaine, hein. En mai, en Alaska. Donc, c'est celle qui est en Alaska. Donc, tu passes déjà par les États-Unis et après, tu vas faire une expédition plus ciblée, préparée en Ouais, Alaska. voilà. Et, euh, et voilà, c'est la prochaine. Et non, non, j'aimerais bien. Là, justement, je pensais à ça avant. J'aimerais bien retrouver un projet un peu plus exploratoire, ouais. Exploratoire pour toi, c'est partir sans repère sur des choses un peu qui n'ont pas été Ouais, escaladées. ouais, j'aimerais bien essayer de faire un truc un peu plus. Et puis d'immersion, comme cette expérience du Morayan, ma première expédition, là, et puis celle où on a été récompensé pour un piolet d'or. Un truc où c'est compliqué d'accès. Et j'aimerais bien repartir sur quelque chose comme ça. Bon, génial. En tout cas, c'est ton parcours, la manière dont tu appréhendes ta discipline, tout ça est très inspirant et correspond parfaitement au profil que l'on m'avait envoyé de ta personnalité, de la sportive que tu étais. Donc, c'était un très bon moment d'échange. On arrive sur la fin de l'épisode. Lise, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer aux auditrices et auditeurs? Euh, oh, non, mais là, j'ai plein de messages que je veux faire passer, moi. Tu peux, écoute. Non, j'aimerais bien donner une définition de ce qu'est l'alpinisme pour moi. Et enfin, au sens général, pas pour moi individuellement, mais je pense vraiment que l'alpinisme, c'est un sport un peu particulier dans le sens où c'est un sport où on poursuit une chimère. Et donc, c'est inatteignable. Et ce qui est passionnant, c'est que cette chimère, elle est très individuelle. Chacun va poursuivre la sienne.
Et Bien sûr, bien au sûr. début, on sait même pas qu'on poursuit une chimère. Puis en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un moment donné, on se rend compte que c'est une chimère qu'on poursuit et on continue quand même à la poursuivre. Et voilà, pour moi, c'est ça la chimie. Est-ce que toi, tu as ces envies? Ça me fait penser à une autre question, ce que tu dis, Lise. Tu sais, j'ai eu au bout de mon micro il y a quelques semaines Al-Sader Mackenzie, qui est ce jeune alpiniste français de moins de 20 ans qui a fait les 12 des 14 plus hauts sommets du monde et qui devrait là au printemps faire les 14. Il lui en manque Ouais. 2. Est-ce que toi, ces hauts sommets, ça t'attire ou pas Alors, du pas tout? du tout. C'est pas. Pas du Voilà, tout. Et pas cette du tout. course Ouais. au 14-8000, pas du tout non plus. C'est vraiment pas. Pour moi, c'est à l'opposé de ce que je recherche. Ouais, de ta Ouais. manière d'appréhender cette Mais discipline. Ok. c'est Ouais. justement là où je dis que chacun a sa chimère. Je dis pas que ma façon est mieux, Exactement, tout à fait. mais Tout c'est à pas, fait. je m'identifie pas du tout à Bien ça. sûr, bien sûr. Ouais, non, mais je peux comprendre. Après, dans toute discipline, tu as différentes formes de s'épanouir à travers cette discipline, et je comprends parfaitement, mais c'était intéressant d'en parler. C'est vrai que moi, j'avais été impressionné que ce jeune gamin de 20 ans, à peine 20 ans, avait déjà fait Ouais. les 12 plus hauts sommets, et c'est respect, parce que pour le coup, il faut avoir un gros caractère pour se confronter à ça, mais Et tu vois, lui, il est en train de poursuivre une chimère, mais ça se trouve, il a même pas encore posé le mot sur ce qu'elle était. Et que peut-être que dans 5 ans, il sera capable d'en tout parler. à fait. Exactement. Je pense que tu aurais aussi de l'expérience à lui partager, justement. C'est intéressant. Un grand merci, Lise. On arrive sur sur la fin de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, pour la sincérité, la transparence avec laquelle on a discuté. Où est-ce qu'on peut te suivre aujourd'hui, les personnes qui écoutent cet épisode et qui veulent te suivre ou te contacter? Et ben, sur les réseaux sociaux, hein, classique. Sur Directement Instagram. Instagram, LinkedIn ou plus un réseau qu'un autre? Instagram et ouais, surtout Instagram. Bon, génial. Eh bien, écoute, on va suivre ça. Un grand bravo pour ce que tu as réalisé. On va suivre tes prochaines aventures, forcément, et je te souhaite tout le meilleur tout le meilleur pour la suite. Un grand merci, Lise. Et ben, merci à toi, c'était chouette d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Ouais, avec plaisir. Pour une prochaine, tu nous partageras ta prochaine aventure. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.